bonsoir. Pardon pour le retard, c'était lié à la conversation avec Martin Bourboulon juste avant, donc on démarre avec un peu de retard sur le thème des héros du quotidien. Donc je vous présente nos invités. À côté de moi, Jean Mottet, qui a été longtemps professeur d'esthétique de cinéma à la Sorbonne, mais surtout qui a une particularité depuis plusieurs années. Si vous avez lu L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, c'est le Édouard Bouffier d'aujourd'hui. Voilà. Jean Mottet passe sa vie à planter des arbres et des milliers d'arbres. Et il est en train de reconstituer aussi un paradis des oiseaux pour que les oiseaux reviennent. Il nous expliquera tout à l'heure sa contribution comme héros du quotidien. Lui, ça passe par les arbres et les oiseaux. À côté de nous aussi, Main dans l'oiseau, donc, qui est journaliste, documentariste, prix Albert Londres en 2006, et qui vient ici avec un film assez terrible et beau, qui s'appelle La vie devant elle, et on en parlera, et on commencera par vous. Et Arthur Levaillant, qui est skipper de son état, qui est un homme qui affronte les mers et le vent, et qui a décidé de faire du vent son allié, mais aussi notre allié pour la suite de l'avenir de l'humanité. C'est beau. Donc Jean, c'est les arbres, vous, c'est le vent. Et les arbres aussi. Et non, vous, c'est les humains, véritablement. Hein. Vous avez fait une vingtaine de documentaires, vous avez passé beaucoup de temps sur des terrains de guerre, notamment en Tchétchénie, vous avez affronté le viol comme arme de guerre, vous avez été aussi en Syrie, vous avez tout ça. Et là, vous venez avec un film tout à fait remarquable que vous pouvez retrouver, je vous le dis tout de suite, sur la plateforme de France Télévisions dans la case infrarouge, qui est la case de documentaire, donc ça s'appelle La vie devant elle, et qui est l'histoire d'une famille afghane qui va traverser toute l'Europe pendant 4 ans, donc elle ne va pas cesser de marcher, elle va faire 7000 km. Et la particularité, c'est qu'ils sont 7 dans cette famille à traverser l'Europe dans des conditions assez très dures. Mais dans cette famille, il y a une fille qui a 14 ans, et une ONG en Grèce, à l'île de Lesbos, lui confie une caméra, et donc elle va filmer ce périple, et vous allez être en relation avec elle. Alors, je pense que d'une certaine façon, l'intitulé de cette table ronde, les héros du quotidien, c'est vraiment votre héroïne, votre personnage qui vraiment l'incarne, le personnifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette aventure magnifique? J'ai rencontré Lara sur l'île de Lesbos, qui est un camp de réfugiés pour 3000 personnes et les 25 000 personnes qui tentaient d'y survivre. Et au début, j'avais un projet avec France Télévisions de faire un film sur l'enfance en exil, et j'étais partie plutôt sur les mineurs isolés. Il y a des milliers de mineurs isolés dont on perd les traces une fois qu'ils sont arrivés sur les îles grecques, qui sont transformés en prison à ciel ouvert. Et j'ai passé des mois et des mois à aller sur les îles grecques, à créer des workshops avec ces enfants, à voir comment on pouvait raconter un film ensemble à hauteur d'enfant. Et puis le Covid est arrivé, et j'ai perdu trace. Tous les camps se sont refermés, j'ai perdu trace de tous les enfants. Il y a eu beaucoup d'attaques du parti d'extrême droite Homme Doré, parti néo-nazi qui a essayé de convaincre les jeunes grecs sur ces îles qu'en fait les migrants étaient responsables du Covid. Tant et si bien que en fait, au bout d'un an, je ne savais plus du tout s'il y avait un film possible. Et puis j'ai rencontré Fanny Ouvnagel, qui a une association qui s'appelle Tolou, qui a créé une école justement avec Elara et son père, qui est le père d'Elara, qui est charpentier à Kaboul. Et Fanny est arrivée là-bas en disant qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants, et elle a vu Elara sous un arbre qui était comme ça à 13 ans en train d'apprendre ABCD sur la pluie sous un arbre à Lesbos, et elle s'est dit bah, je vais faire un appel au don, et ils ont créé une école. Et au début ils pensaient qu'ils auraient 50 ou 100 gamins, et ils en ont eu 600 en l'espace de quelques semaines. Et les enfants se précipitaient tous les matins pour apprendre parce qu'il n'y a absolument rien. Et Lara, donc j'ai rencontré Fanny qui me dit écoute, tu veux faire un film sur les mineurs isolés, mais moi j'ai rencontré cette jeune fille à qui j'ai prêté mon petit appareil photo caméra, et on a fait un workshop cinéma dans l'école, et depuis elle n'arrête pas de filmer. Est-ce que tu voudrais la marrainer? Donc je dis oui. Et 3 jours après cette conversation, le camp de Moria a brûlé. Et donc là, on n'a plus de nouvelles du tout, et elle me rappelle, elle me dit écoutez, Lara, tout va bien, elle m'a envoyé des images, et c'est des images qu'on voit dans le film où Lara, du haut de ses 13 ans et demi, a filmé tout l'incendie, les flammes qui entourent le camp. Et moi, j'avais pu convaincre, on n'avait plus de budget du tout pour repartir, j'ai pu convaincre France 2 et mes productrices de repartir, et en voyant le visage de cet enfant et ce qu'elle filmait, j'étais persuadée qu'elle était le film. Et donc on est arrivé à Lesbos, et là je vois cette jeune fille
comme ça en jean avec un t-shirt, un petit sac à main, une caméra, sur les cendres de l'école qu'elle avait bâtie. Et qui filmait pour essayer de comprendre ce qui leur arrivait, parce que finalement, après toute cette route, ils sont passés par le Pakistan, ils ont fui donc la famille de Lara, il y a 3 filles, 2 garçons. Ils ont décidé, il y a déjà 5 ans maintenant, parce qu'il y avait des attaques de talibans sur les écoles des filles, déjà avant que les talibans ne reprennent Kaboul. La maman travaillait dans un salon de beauté, elle avait des menaces de mort. Donc ils ont décidé de prendre cette route de l'exil, ils sont passés par le Pakistan, ils sont allés en Iran, de là ils sont tombés des montagnes, ils ont failli mourir des dizaines de fois. Ils sont ensuite fait Iran, Turquie, ils ont vécu 8 mois dans des fossés. Il faut bien préciser qu'ils avaient un train de vie en Afghanistan assez élevé. Oui, il faisait partie de la classe moyenne, mais le papa avait cette conviction qu'il fallait que ses filles aient un avenir. Et avant que les talibans ne reprennent Kaboul et avant qu'il y ait ces attaques contre les écoles de filles depuis 7 ans maintenant, voilà, depuis 20 ans, les femmes avaient un avenir. Depuis 2001, les petites filles pouvaient se rêver médecin, se rêver cinéaste, se rêver prof. Et là, tout s'est brisé. Et en fait, ils l'ont senti, mais parce que leurs filles ont été... Il y a eu plusieurs attentats dans les écoles des petites. Donc elles ont survécu. Et le papa décide qu'il faut faire cette route pour que ces filles puissent avoir un avenir, puissent en tant que filles étudier et devenir des femmes indépendantes. Donc il y a des filles qui font tout ce chemin. Et Lara, en fait, quand on lui donne cette caméra, 25 000 migrants dans une île ou un camp de réfugiés de 3000 places, c'est vraiment, ça a été souvent décrit comme l'enfer sur Terre. C'est vraiment ça. Il y a cette jeune fille qui est comme ça, qui a 13 ans, qui a cette caméra. Il y a énormément d'hommes seuls, et elle les approchait, et tous les armées lui parlaient. Et elle avait ce don, avec les enfants comme avec les adultes, que les gens se livrent à elle. Et ce qui était très fort, en fait, de base, c'est qu'en fait, déjà, elle filmait avant que je la rencontre. Donc, c'est pas arrivé comme un acte de moi, réalisatrice occidentale, qui voulait qu'une jeune Afghane se filme. Elle filmait déjà, et elle me disait, filmer me fait tenir debout, me fait respirer, me fait croire que demain ça ira mieux. Croire que ce rêve tout simple qu'un jour on pourra aller à l'école existera. Donc elle s'est sentie exister par la caméra. Et puis je lui ai demandé de me montrer ses rushs et tout ce qu'elle avait filmé depuis 2-3 mois. En fait, c'était la vie, c'était la résilience des enfants, c'était les lâchers de cerf-volant, c'était l'école, c'était les rires des enfants, c'était les gamins qui jouent au foot avec un bout de papier, avec un bout de journaux qui mettent un bout et qui jouent au foot. Comme moi, j'ai fait beaucoup de films sur les enfants d'Afghanistan, justement, avec les enfants des rues. Il y a cette force inouïe de résilience chez les enfants de la guerre, donc elle filmait tout ça à hauteur d'enfant, et elle allait chercher la vie au milieu de l'enfer. Et c'est là que je me suis dit, je vais produire sur les faisons un film ensemble. Donc c'est là que notre voyage a commencé. Oui, alors ce qui est très beau dans notre film, et dans son film à elle, c'est qu'on est vraiment en immersion, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec eux, et on voit ce que c'est réellement qu'être des héros du quotidien. Elle dit au début du film, elle-même, elle dit, celui qui n'a pas immigré ne peut pas être fort, ne peut pas comprendre ce que signifie rester en vie, de survivre. Et vraiment dans le film, c'est ça. C'est-à-dire que pendant 1h30, on est vraiment dans des stratégies de survie, dans des moments de dépression, dans des arrachements, dans des séparations à chaque fois. Et ils sont jamais maîtres de leur destin, ils sont tout le temps trimballés, enfin, ils ne s'appartiennent pas pendant 4 ans. Enfin, et on est tout le temps avec eux, puisqu'elle filme la vie quotidienne de cette famille. Et c'est ça qui est admirable dans ce film, c'est d'être à hauteur d'enfant, à l'intérieur de cette famille, et d'éprouver ce que c'est, comme elle fait, être exilé, réfugié. Et donc, expliquez-nous justement la fabrication du film. Merci. En fait, c'était vraiment ce qu'on a essayé de faire. En fait, pareil, ça a été aussi pas évident au début, parce que je voulais convaincre et les producteurs français bien qu'on pouvait faire ce film à hauteur d'enfant si c'était Lara qui nous le racontait. C'est un film qui fait plus de 80 minutes, qui est passé sur infrarouge, sous-titré, il n'y a pas de commentaires, voilà, c'est un peu un ovni, mais c'était vraiment ça. Je voulais qu'on entende ce récit de l'enfance qui raconte au plus près ce que c'est pour tous les enfants de l'exil. Finalement, elle est très universelle, ce qu'elle raconte. Ce que c'est au quotidien de vivre cette vie, de fuir sa maison, son école, toute sa vie, sur ces routes de l'exil à hauteur d'enfant. Et les enfants, en même temps, ils ont cette force inouïe, cette résilience incroyable. Et donc, il y a des moments de grande désespérance, il y a aussi beaucoup de rire dans cette enfance. Et il y a toujours cette foi qu'ils vont arriver à leur rêve, ce rêve d'école. Et je crois que, alors nous, on était aussi contraints par le Covid, par les confinements, donc on ne pouvait pas, à peu près 40% des images du film qui sont ces images.
Et très souvent on était bloqués, et finalement elle, ça l'a fait, elle tout le temps, elle est persuadée que, en fait, quand c'était une petite fille, Lara, à Kaboul, tout le monde pensait qu'elle était peut-être autiste, elle n'avait jamais des anniversaires, elle restait dans son coin, elle ne parlait pas. Ses parents l'ont emmenée chez un médecin, un médecin avant lui a donné des antidépresseurs à l'âge de 10-11 ans. C'était une petite fille complètement recluse. Et elle s'est révélée sur la route. Et ce que sa maman disait, c'est que le chrysalide, c'est-à-dire qu'elle s'est, avec les obstacles, avec confrontée à ce danger permanent de mourir, et puis après, avec cette caméra qui l'a fait survivre au sens propre, elle est devenue cette incroyable. Parce que dans votre film, à aucun moment on soupçonne ce repli. Jamais. Et elle ne veut pas en parler, elle a quelque chose de. Mais elle doute tout le temps. Et donc à un moment donné, donc, au début du film, on voit le film de manière. Comme ça à la verticale, et elle est très journaliste, elle dit voilà, ça brûle, elle va voir les gens, et elle est très journalistique. Et puis après, donc, on était avec deux chefs opérateurs formidables, Thibaut Delavigne et Laurence. Nous on s'est dit, nous on va se positionner, elle va filmer sa vie fragmentée avec son récit, sa respiration, et nous il faut qu'on se positionne quand on peut y aller, en essayant de filmer un cinéma plus en mode cinéma du réel, très posé, en filmant Lara avec sa famille. Donc c'était ça un peu le parti pris des deux écritures, en espérant qu'on allait arriver à une narration commune. Et parfois quand on pensait y aller, et puis ça reconfinait, donc on ne peut pas aller, ne t'inquiète pas, maintenant je suis Thibaut et Laurent. Et moi je lui demandais de filmer des selfies, parce que le temps passait, des semaines et des semaines, on ne pouvait pas y retourner. Et pour qu'on comprenne la temporalité de cet exil, de ils sont trimballés de foyer en foyer comme ça en Grèce, sans savoir où ils vont aller, ou ce qu'ils peuvent faire, doublement enfermés à cause du Covid. Et puis j'avais aussi ça, j'avais toujours pas un seul selfie, et puis je me suis dit, ce serait vraiment chouette qu'on puisse te voir, pour te sentir dans le film, qu'on puisse comprendre ta présence. Et là, elle a eu cette phrase géniale pour une gamine de 14 ans, elle me dit, et maintenant tu sais, j'aime pas le selfie, moi ce que j'aime c'est m'exprimer par le calme. Voilà, donc après, j'ai fait des petites cartes, et elle filmait, et j'ai découvert, en fait, moi j'ai pas du tout, j'étais un peu guidée au début, mais finalement ça a été elle, il y a des plans où elle filme comme ça la pluie qui tombe depuis le foyer dont ils ne peuvent pas sortir. C'est un cadre magnifique, elle filme très longuement et elle dit, on l'entend dans la chambre dire « Je laisse ma tristesse dans la caméra et j'avance, je suis forte en filmant ». Je ne l'ai jamais écrit ces mots, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment compris. Voilà, donc on a eu cette rencontre, et puis il y a eu la rencontre avec Émilie aussi, ma sœur, qui est chanteuse et qui, avec nous, on a été élevés par des parents qui nous ont toujours appris à accueillir ceux qui viennent d'ailleurs. Depuis l'enfance, et donc il y avait une évidence aussi de lui proposer ça pour qu'elle devienne un peu la deuxième voix du film. Et Émilie a entendu, a vu des extraits de Lara, a lu tout ce qu'elle nous disait, on avait tout transcrit, et elle a fait ses chansons avec les mots de Lara. Donc on a c'est un peu une histoire de sororité élargie. Et cet enfant a été un lien entre nous deux en tant que sœurs, et un lien plus global. Je crois qu'on a fait on a créé un film comme ça à trois. Oui, alors ce qui est évidemment admirable, c'est que là on assiste à la naissance vraiment in vivo du cinéaste, c'est clair, dans des conditions tout à fait particulières. Et il y a aussi, au début du film, vous disiez autant d'enfants, on découvre au début du film les épreuves qu'ils ont traversées par les dessins de ces petites sœurs, et on découvre un enfer qu'elles ont transfiguré, des vagues énormes, des attentats dans nos écoles, enfin, on découvre ça. Et il n'y a pas de pathos, rien du tout. Il y a même une sorte de catharsis par les dessins d'enfants que met à jour votre film, qui est assez étonnant. Enfin, tout dans cette histoire, dans ce film, est assez admirable pour comprendre ce qu'ils ont traversé. Alors, précisément, la vertu thérapeutique de ces dessins d'enfants. Alors, en fait, ce sont ces dessins à elle. Ah, c'est ça. Alors, non seulement elle filme, vous avez quelques beaux jours, et en plus elle dessine au fusain, mais c'est magnifique ce qu'elle dessine. Et alors, c'est aussi le propre. Moi, je suis allée assez souvent en Afghanistan. C'est un peuple qui a toujours connu la guerre, toujours connu les drames. Il n'y a pas de famille afghane qui n'ait pas eu de mort dans les guerres civiles, dans des prisons. Et c'est un peuple qui se projette toujours devant. Donc, qui n'aime pas parler des souffrances passées. Et j'ai retrouvé ça tout de suite chez Lara et sa famille. C'est-à-dire que dès que je les emmenais sur les épreuves d'avant, ils ont coulé 6 fois avec le bateau que les gardes frontières turcs ont coulé exprès pour faire couler les migrants. Aucun enfant ne savait nager. Ils sont tombés des montagnes entre la Turquie et l'Iran. Le papa fait mourir avec la plus petite. Ils ont été kidnappés par des passeurs. Ils ont été torturés en Turquie. Enfin, il y a eu des épreuves inouïes. Et
le petit frère, il avait 2 ans quand ils sont partis. Mais tout ça, il m'en parle maintenant que j'ai fini le film. C'est-à-dire que à chaque fois que j'abordais ça, le papa était torturé. Quand il était à Cabo, c'est pareil, c'est quelque chose dont il ne veut pas parler. Donc il y a des épreuves, et des épreuves qui nous autorisaient, ils ont été incroyables dans leur manière dont ils nous ont acceptés dans leur quotidien. Mais des épreuves où les enfants ont failli mourir, ils ne voulaient pas y aller. Et en fait, on les a compris par les dessins de Lara. Et Lara, pour justement, c'était un peu sa manière de se guérir, c'était de dessiner. Et après, ça a été filmé. Mais donc, elle a dessiné la vie d'avant à Kaboul, elle a dessiné le moment où il coule sur le bateau, la montagne sur le bateau, mais on ne voit pas la chute, on voit juste la montagne. Et c'était magnifique. Elle a vraiment. Ce qui était très dur aussi, c'est qu'en fait, quand on traversait tous ces pays, on avait un but. Ce but, c'était un jour d'arriver à un endroit en Europe qui nous accepte et de pouvoir aller à l'école. Mais quand tous ces enfants de l'exil se retrouvent sur les îles grecques, en fait, leurs rêves se fracassent. Il y a énormément d'enfants de l'exil qui font des tentatives de suicide. MSF avait ouvert un centre pour tous ces enfants qui deviennent reclus, qui tentent de mettre fin à leur vie à 7-8 ans parce qu'il n'y a plus. Ils ne sont plus en marche, malgré toutes les duretés, les épreuves, il n'y a plus ce rêve parce qu'en fait, ils sont en Europe et c'est une prison. Et Lara, le plus dur, souvent, quand ils étaient trimballés, elle dit on est comme des paquets qui trimballent. Et ils nous mettent d'un endroit à un autre sans savoir ce qu'on va devenir, de foyer en foyer, une fois qu'ils étaient sortis des Lesbos à travers la Grèce. Et il y a ces moments bouleversants où elle quitte ses copines et elle dit en fait, je ne veux plus me faire d'amis. C'est trop douloureux quand on se quitte. C'est-à-dire que moi, je m'attache, et Nicolas Bouvier, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, parle de l'attachement et de l'arrachement. Moi, j'ai souvent ressenti ça dans les films, c'est terrible de s'arracher. Et elle le vivait à son âge, à 13, 14, 15 ans, dans ses amitiés d'adolescence hyper fortes qui vous aident à tenir. Elle était une copine d'adolescence, et à chaque fois, au bout de quelques semaines ou de 2 mois, le soir, à 10h du soir, les foyers, les autorités grecques décidaient qu'ils allaient être envoyés à la frontière de la Macédoine, mais c'était terminé. Et ils ne savaient pas s'ils allaient se retrouver un jour. Donc elle disait, je ne veux plus me faire d'amis. Et ça, c'est. Voilà, il y a tous ces. D'ailleurs, les seules larmes du film sont liées à ces séparations, c'est ça. Donc, ce qui est très important avec votre film, c'est que dans une période où il y a beaucoup de réfugiés de toutes parts et surtout beaucoup de polémiques sur on ne peut pas accueillir les bizarres du monde et tout ça, là, dans votre film, on touche réellement ce que c'est que la réalité de ces terrorismes-là permanents, de ces gens qui n'ont pas choisi d'être là et qui, si ça tenait qu'à eux, repartiraient tout de suite. Voilà. Et s'ils en avaient la possibilité, si le pays les accueillait. Donc c'est un film absolument fondamental et très bel objet de cinéma grâce à ce double regard sur la réalité. C'est un très beau film et franchement, au sujet de toutes les polémiques qui ont lieu en ce moment autour des réfugiés, ce film est quand même une pierre d'angle de la réflexion et il faut y revenir. Voilà. On reviendra. Le c'est nous. En fait. Et je crois que c'était vraiment ça. Et quand on voit ces enfants, là, elle a lu ses papiers. Alors je ne sais pas si vous voulez parler de ce qu'ils sont devenus. Pas encore. Et en tout cas, dans le projet, on a touché des enfants de 7 à 10 ans dans l'école de petits garçons, mais on a eu 300 enfants qui étaient complètement ébahis de voir que des enfants peuvent passer autant d'obstacles, passer 4 heures sur la route juste pour aller à l'école, et qui se sentaient unis avec elle. C'était ça qu'on a essayé de. Voilà, c'est nous. Il y a une phrase d'ailleurs au moment elle dit au sujet d'être trimballé comme des paquets et tout ça, et elle dit mais on doit avancer. On doit avancer. Alors Jean Mottet, que s'est-il passé dans votre vie pour que vous décidiez de consacrer le reste de votre existence à planter des arbres et encore des arbres et toujours des arbres et encore des arbres? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous passez votre vie à planter des arbres et à écouter les oiseaux? Je ne vais pas raconter ma vie, c'est raconter il y a un livre que vous trouvez à la librairie. On prend un petit morceau. Donc, pourquoi vous vouez votre vie à ce combat-là qui est de planter des arbres? Ce qui fait que ça en fait une forme d'héroïsme, c'est pour ça que vous êtes là. Quelle est votre part d'héroïsme en plantant des arbres? Le combat est venu, c'est la faute au vent. 28 décembre 1999, tout d'abord un petit, disons, dans les fascicules du colloque, il est indiqué Jean Mottet, professeur de ici. Effectivement, quand je suis
dans un amphithéâtre à l'université, je pense plutôt aux arbres. Mais qu'est-ce que tu fais? À tenir des discours sur l'histoire du cinéma alors que tes arbres t'attendent. Quand je suis au travail, au jour le jour avec les arbres, je dis mais qu'est-ce que tu fais là dans la boue et dans la pluie? Tu ferais mieux de t'entendre à la Sorbonne, c'est beaucoup plus agréable. Vous êtes avec vos arbres et vous leur parlez, vous les élevez, vous les faites grandir. Bon, donc déchiré en deux vies. Jusque-là, quand même, l'équilibre, jusqu'en 99, jusqu'au 28 décembre 99, les deux vies étaient équilibrées relativement. Bon, 3 mois, enfin, bon, un certain temps dans la forêt, un certain temps à la Sorbonne. Voilà. Bon. Donc, 28 décembre 99, je prends la formule d'Alain Finkielkraut, 150 millions d'arbres sont morts. C'est la fameuse tempête, l'ouragan Martin. Je ne sais pas si ici vous avez été touchés. Nous, près de Limoges, donc à Limoges et Périgueux, en Dordogne, j'ai une forêt qui fait 150 hectares. C'est une assez grande forêt. Il y a 30 hectares de rasés en quelques heures. Donc le spectacle, le matin du 29 décembre, est apocalyptique, méconnaissable. Le paysage quotidien dans lequel on vit, pas seulement le mien, celui de tout le village et des villages, est rasé, n'existe plus. Donc le choc est considérable. En fait, j'entre en dépression. Je pense qu'on peut parler d'une dépression pendant un certain temps. Les collègues de la Sorbonne me disent, mais Jean, ça ne va pas. Si tu veux, on va me voler à ton secours. Nous allons dans ta forêt. Dans les amphis, on n'en peut plus, on étouffe dans les amphis. Invite-nous à la forêt, on va parler de l'arbre. Car à l'époque, on parlait beaucoup des arbres. Aujourd'hui aussi, on en parle pas mal. Hein, on en parlait beaucoup, et ensuite de la tempête, la formule de Finkielkraut, 150 millions d'arbres sont morts et pas un artiste porte le deuil. Alors, cette phrase résonne, et bon, les collègues, très gentiment, me proposent de venir à mon secours, de venir en Dordogne, et je pense à une chose. Je pense qu'il fallait, à côté de la parole des professeurs, il fallait une autre parole. Il fallait une parole poétique, il fallait une parole à la hauteur du désastre. Parce que, bon, mes collègues font l'histoire de l'art, mais qui peut parler sur un tel désastre, que ce soit un tremblement de terre ou tempête, il faut quand même une parole à la hauteur. Et à ce moment-là, j'ai cette idée complètement folle, farfelue, de faire venir un des plus grands cinéastes existants à l'époque, qui venait d'avoir la Palme d'Or, l'année précédente, à Cannes, qui s'appelle Abbas Kiarostami, c'est un Iranien, et un cinéaste amoureux de l'art, amoureux du paysage. Et je lance cette idée, à l'avis de tous les collègues de la Sorbonne, bien informés, c'est impossible, Kiarostami est une vedette mondiale, comment peux-tu espérer l'avoir dans ta forêt, dans ton village? Pendant plusieurs mois, je tiens le coup, j'envoie des lettres, et sans résultat, pas de réponse. Les personnalités mondialement connues ne répondent pas habituellement. C'est très rare. Seule Amélie Nothomb répond à toutes les lettres. Oui. Donc, Kiarostami ne répond pas. Je passe les détails. Les collègues abandonnent l'idée. C'est une aventure impossible. 3 semaines avant le colloque, coup de téléphone de sa traductrice ou l'interprète en France. Allô, monsieur Mottet, Kiarostami a décidé de remplacer sa semaine de Toronto, Festival de Toronto, par 4 jours à Sarlande. Sarlande est un village de 300 habitants. Il dépend de la commune d'Amboise. Comment la commune d'Amboise? Il dépend de la commune d'Amboise. Donc, alors voilà, bon, là, en quelques minutes, je peux dire en quelques minutes, je sors de ma dépression. Je pleure un quart d'heure dans la voiture. Ma femme me dit arrête de pleurer, c'est pas possible. Je pleure. Un énorme soulagement. Kiarostami arrive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il est venu, il a fait un discours émouvant à un point assez inespéré. Il a planté un arbre en forêt, entouré des enfants du village. Vous
plus serré. Mais alors pourquoi alors? Ça, c'est un événement qui a déterminé 20 ans de la vie ensuite. C'est important. Un événement, oui, alors pourquoi ce moment d'éclat, ce moment, il y en a eu d'autres, hein, puisque Jean-Claude rappellera peut-être, j'ai invité d'autres aussi. Oui, alors vous avez fait venir Phil Manders, vous avez fait venir Juliette Binoche, mais votre héroïsme il n'est pas là. Si on vous appelle l'Aléséard du Philippe Périgord, c'est que précisément derrière ces milliers de plantations d'arbres que vous faites, il y a quelque chose d'assez héroïque dans votre entêtement à le faire. Et moi, je voulais que vous nous parliez de la raison profonde pour laquelle vous plantez des arbres tout le temps, et avec acharnement, et j'allais dire un peu contre tout le monde, quoi. C'est-à-dire, et là, donc vous en avez planté, je ne sais pas combien de milliers, et vous êtes en train de créer un paradis des oiseaux, mais expliquez-nous tout ça parce que si vous avez parlé du traumatisme de 99 qui a conduit à une mutation chez vous, c'est que vous en êtes arrivé très très vite à comprendre que la tempête de 99 n'était pas juste une tempête, mais le signe annonciateur de quelque chose de beaucoup plus grave. Voilà. Et votre héroïsme, il est là. C'est d'opposer au changement quelque chose qui peut-être va faire rempart à cette dégradation. Oui, bon, effectivement, cette tempête a été perçue avec le recul comme un avertissement. Et dès 2003, d'ailleurs, une autre tempête silencieuse, c'est la canicule de 2003, la première canicule. Et là, les propriétaires forestiers, les amoureux de la nature, j'ai compris que quelque chose est en train de se passer et de se détraquer profondément dans notre relation à la nature. Alors, bon, normalement, on peut, je sais pas, on peut se décourager définitivement. J'avais replanté. Je voudrais attirer l'attention sur le caractère quotidien, la kyrielle de travaux qu'il y a lorsqu'on décide de planter 10 000 arbres. Il y a à peu près en 2000 c'était 10 000 après la tempête. Le nombre de travaux et de travail quotidien, donc le héros quotidien du quotidien, qu'il y a à planter des arbres. Pour qu'un petit arbre sorte de terre et devienne un arbuste, disons qu'il faut 6-7 ans. Pendant 5, 6, 7 ans, il y a un travail d'accompagnement contre les fougères, contre les ronces, contre une végétation concurrente qui est absolument épuisante. Dans ce travail, dans cette kyrielle de travaux épuisants, si vous tombez dans l'ordinaire du quotidien, vous tombez dans quelque chose qui devient un esclavage et qui aboutit à un découragement. C'est plus profond, plus épuisant que la fatigue physique, c'est on n'en finit pas. On retombe dans l'ordinaire du quotidien, alors il y a besoin, à ce moment-là, il y a justement besoin d'un coup poétique, d'un moment d'éclat, d'un moment d'exubérance, d'un moment de folie. Et ce moment de folie, donc j'ai travaillé très dur pendant 4 ans, ce moment de folie, il est venu par hasard. Alors, enfin, c'est pas tout un hasard, c'est-à-dire que Kiarostami continuait à me porter le souvenir de ce. Tout à coup, à la télévision, on parle de Totoro. Je vois mon voisin Totoro, où des petites filles plantaient des arbres, le film de Miyazaki. Je vois cette émission à la télévision, j'apprends que Miyazaki vient d'acheter une forêt près de Tokyo, une forêt servant de bouclier contre l'envahissement de la ville. Donc un acte écologique d'une très grande force de la part d'un cinéaste Miyazaki. Donc à ce moment-là, oui, nouveau défi, nouveau besoin de rêve, car le quotidien, sans le rêve, est insupportable. Je pense. Donc ça a été constamment, pendant 20 ans, ce passage de moments de joie, de bonheur. Je ne sais pas si vous me donnez des détails pour obtenir un rendez-vous avec Miyazaki, c'est impossible. Donc c'est justement l'impossible qui m'a tenté, que j'ai affronté. Je me suis pris alors de nouveau, une seconde fois, et puis une troisième, à une chose d'impossible. Pour résumer le caractère impossible, je ne sais pas, le service culturel de l'ambassade de France à Tokyo, écoutez, il est inutile d'essayer de rencontrer Miyazaki
Jacques Chirac s'y est pris à 3 fois pour l'avoir à sa table, et c'était 3 refus. Raison de plus pour essayer. Attendez, je reviens au quotidien. Alors, un professeur de l'Université de Tokyo me dit, mais j'avais fait des lettres à Miyazaki qui avaient été traduites, on vous recevra dans les châteaux de Dordogne, vous sera comme un prince. Je dis, mais ce professeur me dit, mais Jean, monsieur Boutet, c'est absolument pas ce qu'il faut dire. Pourquoi, il revient à l'authenticité, pourquoi le veux-tu, le voulez-vous? Et je reviens à ce qui était le point de départ, le film, son film Totoro, il y a une petite fille qui plante des glands, le jeune, qui m'a séduit, émerveillé. Mes fils, qui étaient un peu grands sceptiques, ont commencé à planter des glands. Et c'est ce geste dans de plantation, je dis, alors je le dis tout seul, je voudrais que Miyazaki en personne vienne voir les glands, les petits chers issus des glands, issus de son film. 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, la réponse, je recevrai ce monsieur. Donc, alors vous voyez l'origine du miracle. On peut penser que ça serait l'intervention d'ambassade. Non. C'est le geste quotidien, l'émerveillement provoqué par son film. J'espère que certains d'entre vous ont vu Mon voisin Totoro, qui a séduit Miyazaki. Deuxième fois, donc, on a les 2 plus grands cinéastes en vie. Enfin, malheureusement, Carosset est mort. Les personnages de ce niveau sont convaincus, dommage qu'il n'y ait pas d'étudiants ici, par quelque chose d'authentique. Mais quel est le sens de la pensée? Parce que moi je reviens quand même à Elzéar Bouffi, parce que pour moi vous êtes c'est-à-dire que Elzéar Bouffi, pour ceux qui ont lu le magnifique livre de Giono, il traverse une zone qui a été désertifiée en Provence, et il décide lui seul, tout seul, comme ça, comme vous venez de décrire, de planter, et peu à peu, l'espoir revient et l'humanité revient. Donc, quel est le sens que vous mettez à vos gestes quotidiens, à cet entêtement quotidien, à planter des arbres? Expliquez-nous ça, plus que les rencontres que vous allez faire, même si vous avez raison du rêve et tout, mais c'est votre démarche à vous qui nous intéresse, votre héroïsme personnel. Qu'est-ce qui fait que vous faites ça, plutôt que d'aller voir des films, plutôt que d'écrire des livres, plutôt que, je sais pas, d'aller faire du ski, je ne sais quoi? Pourquoi tous les jours les arbres? C'est un petit peu difficile de décrire le plaisir de voir naître une forêt ou renaître une forêt. C'est tout simplement, au jour le jour, aller voir un petit arbre qui est comme ça, et puis voir une petite tête d'un arbuste qui perce les fougères ou les ronces. Et au jour le jour, c'est tout type. Je ne sais pas comment décrire, je le décris dans le livre un petit peu, c'est pas facile, c'est un amour de la forêt, un amour de la plantation, ce n'est pas moi qui plante. La plantation se fait par des professionnels, c'est des travaux assez vite, mais la survie dans le suivi des plantations, c'est moi, oui, dans mes temps libres. Donc, je ne sais pas comment je peux résumer ce plaisir, ce Maurice Genevoix, moi qui a consacré 2000 pages à la naissance d'arbustes. Une page que j'ai lue, c'est assez difficile. Alors, si, parlez-nous, parce que c'est un peu la synthèse de ce que vous cherchez à faire et surtout à communiquer. Parlez-nous de votre paradis des oiseaux. Comment c'est venu et ce que vous êtes en train de faire? Alors, un autre exemple. On nous dit la forêt. Oui, je vous remercie de parler d'oiseaux. Parce qu'en 2011, dans ces aventures, de la forêt, j'ai la chance d'inviter 2 personnalités, vous connaissez peut-être, elles ont séjourné à Avignon, pas loin d'ici, avec beaucoup de succès. Ils s'appellent les chanteurs d'oiseaux. Ce sont aujourd'hui des artistes connus mondialement, enfin, à New York et à Tokyo. Mais j'espère que dans la région, vous avez eu écho de ce passage à Avignon. Les chanteurs d'oiseaux sont des imitateurs d'oiseaux. Extraordinaire, qui joue avec un petit orchestre. Alors, ces chanteurs d'oiseaux sont venus dans ma grange. Je vous passe les détails. Un concert qui est clou sur place, qui font l'admiration de un grand nombre de 150 personnes. Mais ensuite, le lendemain du concert, Jean Boucault, l'un des 2, nous accompagne en forêt. On était 6-7 professeurs. Il s'arrête au milieu de la forêt, devant une coupe rase. C'est pas la tempête,
J'ai décidé de couper des châtaigniers, de faire une coupe rase, ça s'appelle, il ne reste rien. Le terrain est à nu. J'avais un projet de plantation de chênes, un projet sylvicole traditionnel. Bon. Jean Bocou s'arrête et dit, mais c'est extraordinaire, cette coupe rase, extraordinaire, habituellement, c'est quelque chose de honni, de détesté. Aujourd'hui, les écologistes s'attaquent aux propriétaires qui font des coupes rases. Alors Jean Bocou, le chanteur d'oiseaux, s'arrête, bon, imite la grille, et puis il nous dit, vous venez de faire là un cadeau à un oiseau. Vous venez de faire un oiseau qui va s'installer là le 15 avril prochain. On a cru qu'il blaguait, enfin, non, on sait que l'engoulement, alors il nous dit, l'engoulement viendra du Gabon au printemps prochain, s'installera dans votre parcelle. Merci Jean. Phrase extraordinaire. À partir de ce moment-là, je change complètement mon projet. J'annule la plantation de 1000 chênes et je remplace ces 1000 chênes par un geste pour l'oiseau. Je plante 500 fruitiers forestiers, sorbiers, mélanciers, poiriers, pommiers sauvages, enfin un mélange d'arbres pour les oiseaux. En 2012, l'engouement est arrivé en 2012, le 18 avril. Inouï cette affaire, vous vous rendez compte? Jean Bocou, qui annonce l'arrivée de l'oiseau, 2 jours après la date annoncée, il est là. Alors cet oiseau va transporter, je le passe, pendant 12 ans. 10 soirées, 15 soirées par été, je suis donc dans cette parcelle pour écouter l'oiseau. Alors, il est encore là, aujourd'hui, il vient chaque été, il crie de façon étonnante, il vole de façon inouïe, bon, donc il honore en quelque sorte, il remplit de beauté cette parcelle. Par ailleurs, d'autres oiseaux sont là bien sûr, mais je termine quand même, enfin je termine, ce paradis des oiseaux, honoré par un oiseau. Je saute donc 12 ans et j'apprends il y a 15 jours que l'oiseau, suite à la parution du dernier roman d'Amélie Nothomb, j'apprends que son oiseau fétiche, c'est l'engouement. Qu'elle apporte une adoration à l'engouement. Vous imaginez la suite? Alors, il y a une chose que vous négligez de dire. Il y a une chose que vous négligez de dire. On s'est rencontrés cet été. Non, il y a une chose parce que c'est très important. On s'est rencontrés cet été et je vous ai interrogé sur les signes des changements climatiques. Et une des premières choses que vous m'avez raconté longuement, c'est la disparition des oiseaux. Et d'un certain nombre d'oiseaux qui ne vous révèlent plus, qui ne sont plus là. Et vous êtes en train de créer un paradis pour les faire revenir, pour qu'ils reviennent. Mais donc, merci de me rappeler sur Terre, mais vous voyez que je suis dans le rêve, en permanence. Depuis l'adolescence, c'est comme ça. Non, mais c'est très important, ça. Les oiseaux qui disparaissent, c'est mon quotidien le plus insupportable. Je me dis, j'ai perdu, je t'ai réveillé il y a 4-5 ans par un rouge-queue, j'ai été réveillé par des différents oiseaux autour de la maison. Le rouge-queue noir à trapon blanc, j'ai réveillé par la huppe passait. Plus de rouge-queue, plus de huppe, plus de chardonneret, et chardonneret. 3 oiseaux qui faisaient toute la vie de la cour, de la propriété, disparu, à jamais. Plus d'alouettes. Alors, oui, j'aurais pu faire un développement sur la disparition des oiseaux, mais vous avez cette litanie dans tous les journaux, tous les jours. Et pourtant, personne ne réagit. Donc, je suis profondément affecté, choqué, déprimé, mais je rêve. L'engouement, il faut aller à votre c'est absolument inutile. Qui a vu un engouement parmi vous? Vous ne connaissez pas l'engouement, alors c'est extraordinaire, c'est pour ça qu'il a succès. C'est un oiseau qui sort un quart d'heure après le coucher du soleil. Un quart d'heure après le coucher du soleil. Invariablement, un quart d'heure. Il faut lire les livres de Jacques Coutet, André Gide. Tout le monde a parlé de l'engouement. Il sort un quart d'heure après le coucher du soleil, pardon. Il crie, un cri affreux. Et 3 minutes après son cri, il fait une démonstration. André Gide appelait ça des acrobaties dans le mouvement. Alors vous restez cloué sur place devant la beauté du vol des oiseaux. Et je ne suis pas le seul, j'étais
passé. Je suis propriétaire de 2 gîtes. Il y a 2 fois par semaine, pendant les 2 mois d'été, une dizaine de personnes de mes gîtes qui ont pu assister à ces vols de l'emboulement. Il y a des Belges, des Allemands qui sont venus sur les rapports d'Égypte, ils ont vu l'oiseau merveilleux qui sort un quart d'heure après le coucher du soleil. Et donc cet oiseau a transformé ma vie, a comblé les énormes vides. Alors il y a une chose que vous devez dire, c'est que quand Bucco vous parle du paradis que ça va être pour l'emboulevent, c'est que vous m'avez expliqué cet été quelque chose d'absolument magnifique sur l'emboulevent, c'est-à-dire que l'emboulevent est un oiseau qui reste à ras de terre. Dites la suite, c'est vous. Ah oui, Jean Boucault, le chanteur d'oiseaux, avait dit, il s'installera dans votre couvrage. L'emboulevent déteste les arbres. Il ne supporte pas des arbres plus de 3 mètres. Donc au bout de 10 ans, il va partir, il va rentrer, il va chercher l'autre. Il pose son nid à même le sol. Je l'ai trouvé à plusieurs reprises, bien sûr, ce nid, à même le sol, sur la terre nue. Et puis voilà, il est d'un mimétisme extraordinaire. Il a la couleur terre, on ne le voit pas, même avec la terre nue. Donc c'est un oiseau qui vit au sol et effectue des acrobaties d'une très grande beauté. Il vous manque quelque chose, Jean-Boucault, il vous manque des ailes. Oui, je vous invite à lire les pages d'Amélie Nothomb sur la beauté du vol de l'emboulevent. Bachelard ne parle pas d'emboulevent, mais il écrit la beauté du vol de l'oiseau. Francis Ponge, Michelet, l'essence de l'oiseau, c'est le vol, la beauté du vol. L'oiseau s'exprime par le vol, la beauté du vol. Et donc il faut lire ces pages. Alors peut-être que il y a le chant, bien sûr. L'oiseau chante et vole. Bon, si on veut laisser parler Arthur Levaillant, je vous lance pas, mais je vous lance pas non plus sur la disparition de l'hirondelle et tout ça. Oui, et puis Martinet et tout ça, je vous lance pas là-dessus. On reviendra peut-être tout à l'heure. Puisqu'on parlait de références littéraires, j'en profite tout de suite. Vraiment, lisez L'homme qui plantait les arbres. Et si vous ne l'avez pas lu, si vous l'avez lu, je vous recommande vivement d'aller chercher ça sur Internet. Tant pis, c'est gratuit, mais allez voir le dessin animé qu'en a tiré Frédéric Bach, qui est un dessinateur français qui est parti vivre au Canada et qui était, comme Jean Mottet, un naturaliste de nature, et qui a fait une illustration de l'homme qui plantait des arbres. Vous trouvez sur Internet Frédéric Bach, P-A-C-K. Je vous recommande ça, c'est un chef-d'œuvre absolu sur ce que fait Jean Mottet. Alors Arthur Levaillant, on parlait des... Oui, juste une dernière anecdote, Un jour dans le train, j'allais faire une conférence à Aix, dans le train Paris-Aix-en-Provence, une dame à côté de moi, visiblement intéressée par la nature, je voyais des livres de nature. Je dis, madame, vous êtes intéressée? Oui, moi aussi. Bon. Bref, au bout d'un moment, mais vous savez, elle a compris que j'étais passionné par les arbres, elle me dit, vous savez où j'habite? Vous savez où j'habite? Dans la maison où est mort Eleanor Bouffier. Dans l'hospice imaginaire, hein, mais dans ce village, on ne rappelle pas le nom du village. Elzéar Bouffier, qui même à un moment finit par rencontrer Jean Mottet. Elzéar Bouffier, personnage de fiction, personnage de légende, qui n'a pas jamais existé en réalité, et qui rencontre quand même Jean Mottet. Donc on est au-delà de lui greffer des ailes et tout ça. Donc on parlait des oiseaux avec Jean Mottet, et un des supports de l'oiseau, c'est évidemment le vent. Et le vent, vous êtes un passager du vent perpétuel. Alors pourquoi vous avez investi le vent comme pour votre propre héroïsme, votre part d'héroïsme? Pourquoi elle passe par le vent? Pardon, de parler après Jean, c'est quelque chose d'assez... je suis très heureux, très ému aussi d'être là, parce que j'écoutais, pardon, je ne vais pas répondre tout à ta question, mais les sujets de... mais peut-être aussi, en fait, finalement. Mais c'est vrai que moi je suis né à La Rochelle, j'ai fait sport études voile, et quand j'ai un souvenir très fort quand tu parlais des arbres et du seconde, d'une salle d'espagnol comme ça avec des grandes fenêtres de mon lycée à La Rochelle, et je regardais des arbres comme ça, le vent qui soufflait dans l'arbre, et j'avais qu'une envie, c'était de partir sur l'eau, de naviguer. Et ma prof d'espagnol, quand elle me faisait confiance, je ne sais pas comment elle faisait avec les assurances, tout ça, mais elle me disait, vas-y, pars, pas naviguer. Et je revenais, et elle disait, je te reviens en proviseur, vas-y, va sur l'eau. C'est incroyable ça. Et c'est vrai que j'avais une relation très forte avec les arbres.
D'ailleurs, je t'ai raconté hier que j'ai écrit une chanson où c'est l'arbre qui parle, et ses protagonistes, c'est la dernière chanson que j'ai faite il y a quelques jours. Là. Et donc je suis très ému d'entendre ça, et d'entendre ta passion aussi très forte, très grande pour ça. Philippe Wenders, quand il est venu dans la forêt, on pose la question à Philippe Wenders, quel est le bruit que vous préférez dans la nature, le vent dans les arbres? Et donc le vent, il compose ma vie. Le vent, je le regarde et je l'espionne et je l'attends souvent. Et quand il est trop fort, après je prie pour qu'il ne soit pas trop violent avec moi. Et la météo, je la regarde, je la coupe les nuages depuis que je suis tout petit. C'est un être, c'est assez drôle que tu me parliez de ça ensemble. Il y a un réalisateur là, qui fait des documentaires et qui travaille avec moi sur France Télévisions qui va faire un film sur le vent. Je spoil un petit peu peut-être, et c'est pas encore fait, mais donc je parle beaucoup du vent en ce moment et sur la relation de l'avant, du milieu et de l'après-tempête. Et de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent dans nos chairs quand on vit ça et quand le vent arrive sur nous, la tempête arrive sur nous. Et donc oui, il compose ma vie, je suis bercé par lui, j'ai une relation très intime avec lui où on discute, où je lui parle, je parle au vent et je parle aux nuages et j'essaie qu'il me laisse passer sur l'Atlantique par exemple, sur la Date du Rhum ou sur d'autres courses. Et c'est quelque chose que finalement quand je suis dans les villes, quand on vit dans les villes, on a un peu oublié de regarder, de se reconnecter à la nature, on a un peu perdu ce chemin aussi qu'on a d'anticiper, de sentir la pluie qui est arrivée, ou de sentir la tempête qui est arrivée. Et quand on discute avec des peuples qui sont, et toi à travers tous tes voyages, tu dois le voir aussi, des peuples qui vivent dans la forêt, qui vivent proches de la nature, ou alors des paysans, ou alors des personnes qui sont quotidiennement collées proches de la mer, des pêcheurs. On a cette sensation d'anticiper ce qui va arriver. Et donc c'est une relation. En tout cas, il est très utile dans ma vie et j'espère qu'il sera très utile aussi pour le bien commun demain. J'y travaille pour réfléchir à l'avenir de mon sport, à l'avenir de nos manières de nous déplacer, des manières de vivre, des manières de consommer aussi. Et donc on travaille, là par exemple, je travaille sur une coopérative qu'on a créée qui s'appelle Self-Cop pour essayer de pousser à ce que demain on démocratise l'utilisation du vent pour se déplacer. On a créé une petite ligne entre Saint-Raphaël et Calvi et en Corse, et là on va construire un bateau pour créer des lignes entre différentes îles de métropolitaine ou de France, ou alors demain d'Europe. Et puis le vent il sert aussi pour tout, il a toujours servi pour toutes les migrations, et c'est vrai que je suis très ému quand tu fais ton témoignage, j'ai pas vu ton film, mais je passe beaucoup de temps avec différentes associations, SOS Méditerranée ou d'autres, et là il y a un projet assez fort qu'on porte avec différentes personnes, dont Margot Pénéguel qui est un architecte naval, et Sébastien Telly qui est une personne qui travaille sur l'acte d'hospitalité qui soit introduit à l'UNESCO. Et on travaille sur un projet, un bateau qui s'appelle le Navire à venir. Pardon, je divague un petit peu, mais c'est vrai que c'est quelque chose que quand à travers ton témoignage qui m'a beaucoup marqué. Et donc on travaille sur un bateau qui sera le premier bateau de sauvetage de masse pour les migrations et pour les personnes qui sont dans l'eau. En rappelant que le devoir de porter assistance à personnes en danger, c'est une règle internationale qui existe et qu'aujourd'hui les États ne respectent pas. Et que ces associations-là aujourd'hui travaillent pour remplacer, en tout cas substituer l'État, et c'est pour ça qu'on soutient aussi beaucoup. Et ce bateau-là, ce sera le premier bateau de sauvetage qui pourra servir pour SOS Méditerranée aujourd'hui et demain pour d'autres théâtres où le dérèglement climatique va faire qu'accentuer finalement ces migrations qu'on recommande. Oui, parce que le vent que vous décrivez est aussi un ennemi des réfugiés, c'est-à-dire que Tempête, oui. C'est ça, ouais. C'est l'ennemi du réfugié dans son périple. Moi j'ai cette chance incroyable de pouvoir choisir de partir dans la tempête. Moi je fais un sport, un métier, je vais faire moins en ce moment, et je me consacre un peu à d'autres choses, mais je choisis de partir dans des tempêtes, de partir dans des vagues qui sont énormes. La dernière Date du Rhum, il y a 4 ans, on avait des vagues de 18 mètres de haut, mais c'était des choses complètement folles. Et j'ai peur, et c'est difficile, et c'est dur, tout ça, mais j'ai choisi de partir. C'est un souhait, c'est une envie de me dépasser, de me transcender. C'est une chance inouïe de pouvoir me battre pour ça.
beaucoup de personnes dans le monde, et beaucoup de côtés du monde, n'ont pas ce choix-là, et en tout cas partent parce qu'ils le doivent, ils doivent survivre, et bien sûr les tempêtes, la météo, les vents sont parfois destructeurs, et ça il faut en prendre conscience, quoi, et voilà. Précisément dans votre action, dans votre investissement, qu'est-ce que vous comptez faire du vent? Là, vous avez parlé de ce bateau, mais est-ce qu'il y a d'autres champs d'investissement que vous voulez faire pour que le vent serve à quelque chose? Voilà, il y a plusieurs choses. Il y a le sujet de cette coopérative et des projets futurs aussi liés à la voile et la mer demain. Moi, je rêve de reprendre le temps du voyage, on travaille là-dessus, et de se dire que dans le voyage, il n'y a pas que la destination, il y a aussi tout le chemin qu'il y a à parcourir pour y arriver. Donc on travaille là-dessus, et on travaille aussi sur un programme qui va demain nous porter à, je l'espère, construire des bateaux ou profiter, comme on dit dans la voile, des bateaux qui pourront servir demain à traverser l'Atlantique. Et là, la vitesse va être intéressante, des vitesses qui nous permettront de traverser l'Atlantique en une semaine, grâce au vent, et donc de décarboner, comme on dit, le transport à entre 90 et 95%, et donc devenir une alternative à l'avion. Quand demain il y aura plus de pétrole, on pourra moins l'utiliser, on devrait moins l'utiliser, on devrait être beaucoup moins dépendant des énergies fossiles, et donc apprendre à vivre beaucoup plus sobrement. Le vent est un outil fabuleux et précieux, et donc d'apprendre à... Mon métier de marin devrait servir beaucoup plus que juste de porter des marques qui sont des marques obsolètes et qui sont destructrices. Enfin, c'est plus possible, on n'est pas juste des panneaux publicitaires, et on devrait servir à beaucoup plus de choses. Et donc je pousse nos petits camarades marins, je pousse les fédérations, je pousse les ministères à nous imposer des choses, parce que je pense que vraiment les marins, les navigateurs peuvent être des phares dans la nuit de tempêtes climatiques qui arrivent. Et on vous applaudit à Montélimar, et on est loin de la mer. Mais non, mais c'est vraiment essentiel de se dire qu'on doit aussi former des populations qui n'ont pas accès au vent, qui ne savent pas se déplacer grâce au vent. C'est un art aussi de comprendre, de lire le vent sous la mer, de comprendre que ce frisottis-là, c'est plus à droite, plus à gauche, qu'il y en a plus, qu'il y en a moins, d'anticiper les nuages qui vont arriver derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on ressent aussi beaucoup, et ça, c'est quelque chose... On a vraiment, je pense, besoin de transmettre plus, de partager, et pour que demain, on pratique la mer de manière complètement différente qu'on le fait aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites sur le vent, quand j'ai fait l'enquête sur le changement climatique avec Jean Mottet et quelques autres cet été, Jean Mottet, il habite très très loin dans les terres, et on est dans le Limousin. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés, je suis resté sur le département de la Dordogne, pas plus, mais beaucoup de gens, tous ceux que j'ai interrogés, m'ont dit mais il y a de plus en plus de vent. Et le vent assèche. Le vent contribue à la sécheresse. Enfin, les gens disent depuis 5-6 ans, il y a des régimes de vent que vous ne connaissez pas à l'intérieur des terres. Alors c'est en partie fou. Malheureusement, quand on vit en France, on a un régime océanique. Et donc, les vents, les tempêtes, les pressions nous emmènent de l'humidité qui permet à nos champs de pousser, à nos arbres de pousser, etc. Donc l'humidité vient de la mer. Aujourd'hui, on a des problèmes qui sont liés au fait que les pressions sont moins présentes, que les dérèglements climatiques engendrent des anticyclones qui sont plus présents et qui font des tonnes de chaleur et qui empêchent les tonnes de pression d'arriver. Et donc, les pressions sont essentielles et elles partent, elles se construisent dans l'hémisphère nord, dans le golfe du Mexique, et elles arrivent ensuite en France. Elles sont essentielles pour garder, pas tout notre climat continental, il y a aussi les courants marins. Et il y a un affaissement du courant d'Amérique du Nord, là, dont le Gulf Stream fait partie, qui est un gros sujet, on parlera peut-être un jour. Ce qui est vrai par contre, en revanche, c'est les tempêtes, les dépressions, les cyclones, les tornades, les ouragans sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus forts, et donc il y a des moments de changement climatique, de dérèglement climatique. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Juste une remarque pour le vent. Tous ceux qui ont vécu la nuit du 28 décembre 1999 sont restés tellement marqués par une nuit de vent insupportable que pendant des mois, dans le village, dans mon village, ils racontaient le vacarme insupportable. Donc impossible de dormir une minute, et ils sont restés pendant des années marqués par le moindre vent qui arrivait, c'était le souvenir de la tempête. Ça recommence. Je ne sais pas si effectivement ils ont... Oui. Ça marque les chairs, ça marque les corps, ça marque les esprits, et c'est
c'est un. Voilà, mais par contre, voilà, on peut être très fortement touché par le vent. En revanche, on a, d'une manière plus générale sur le globe, il y a moins de vent, on va dire, dans la moyenne. C'est plus présent, très violent, mais il y a moins de vent dans beaucoup d'endroits du monde. Voilà. Je ne résiste pas, je sens que. On va couper la parole, j'abuse. Prenez, si vous avez un stylo, prenez cette remarque d'Amélie Nothomb. L'emboulement, c'est un vent génial du courant d'air. Alors écoutez, je suis vraiment désolé parce que... C'est un vent génial du courant d'air, vous ne pouvez pas oublier ça. Alors, je suis vraiment désolé parce que j'avais prévu de vous laisser la parole, mais on vient de me dire là en coulisses qu'on était obligé d'arrêter parce qu'il y a eu du retard par rapport à des projections, donc je suis désolé. Jean Mottet, vous pouvez le retrouver, il est encore là, je crois, emporté par le vent, les oiseaux, tout ça, pendant quelques jours. En tout cas, vous pouvez le retrouver là et lire son livre, Pour l'amour des arbres et pour pour l'oiseau et pour les arbres. Non, pour l'oiseau et pour l'arbre. Alors, le titre exact. Le titre exact de ton livre. Pour l'oiseau et pour l'arbre. Et voilà, pour l'oiseau et pour l'arbre, voilà. Donc, le film de Manon l'oiseau. Manon l'oiseau, vous pouvez le trouver donc, sur la plateforme de France Télévisions. Et Arthur Vaillant. Et moi, vous pouvez me retrouver, je vais faire beaucoup plus de musique maintenant, j'en ai pas parlé, et le cinéma aussi. Sur moi, il y a un peu de télévision avec France